L'histoire retient les grands hommes. Et si, pour une fois, on s'intéressait à ces Français qui n'ont pas de rue à leur nom? Vous voyez Léon Blum? Eh bien moi, c'est elle qui m'intéresse. Qui est-elle au milieu de tous ces hommes? Et là, derrière Sartre, qu'avait-il à dire ce jour-là? Et derrière Piaf, lui, c'est qui? J'ai envie de retracer leur vie, leur arbre généalogique, de fouiller dans les archives, retrouver la famille de ces anonymes qui méritent d'être connus. Des gens ordinaires au destin extraordinaire. Et si, pour une fois, c'était leur histoire qu'on vous racontait? J'aimerais d'abord savoir ce qui vous a conduit au bagne. Ouais, j'ai fait des cambriolages. Et autrefois, vous savez, c'était pas comme aujourd'hui. Là, les cours d'assises étaient durs. Quel âge vous aviez à l'époque? J'avais 28 ans. Vous pensez que vous avez mérité ces années de bagne? Je trouve que j'ai mérité une punition, mais je trouve que les années de bagne ont été exagérées. Combien d'années de bagne? 5 ans, plus 5 ans de doublage, j'avais 10 ans. Alors vous écrivez que votre vie a été une longue suite d'aventures extraordinaires. Oui, c'est vrai. C'est Alors, vrai, d'abord je me suis évadé 4 fois. Cette archive de 1977, je l'ai trouvée en cherchant un bagnard dont je pourrais vous raconter l'histoire. La vie de Raymond Vaudet ressemble à un incroyable polar. Avant de se confier à la télé, c'est dans un livre qu'il a raconté sa rocambolesque évasion du bagne de Guyane. Et puis, il y a cette photo qui m'intrigue. En 1964, un anonyme pose à côté du général de Gaulle. C'est Raymond Vaudet. Mais par quel mystère, lui, l'ancien ennemi public, peut-il se retrouver aux côtés du président de la République? Qu'a-t-il bien pu faire pour se racheter de ses crimes? Des crimes qui l'ont précipité dans l'enfer du bagne. C'est ça le camp là? Derrière le mur là. On voit encore les baraquements à l'intérieur. Donc là on arrive à l'embarcadère exactement comme la Martinière arriva en 1935 avec Vaudet à bord. Il ne reste pas grand chose mais c'est là. C'est à bord du navire La Martinière que Raymond Vaudet débarque en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, en septembre 1935, avec ses compagnons d'infortune. Vaudet a fait la quasi-totalité de sa peine en métropole. Il pense avoir échappé au bagne. Raté. La justice française l'envoie en Guyane pour purger les 67 derniers jours de sa peine. Des surveillants appelés Nonon et 3 groupes se formaient. Le premier, 112 hommes, était composé de prisonniers si dangereux qu'ils seraient dirigés sur une île. Dans le second, étaient les hommes susceptibles d'amendement selon la formule administrative. Dans le troisième, ceux qu'une conduite parfaitement sage avait désignés à la confiance de l'administration pénitentiaire. J'appartenais à la deuxième section, moi le Vaudet aux 122 jours de cachot. En passant sous ce porche en septembre 1935, je devins le matricule 52306. Donc ils arrivent là, Ils arrivent là, encadrés par les forces de l'ordre. bien encadrés par des hommes en blanc. Ils vivent là-dedans, ils dorment là-dedans. Ils dorment là-dedans. Ils ne sont pas enfermés la journée. Ils ont des activités, du travaux forcés même, je dirais. Ouais. Tout le monde quitte la prison. La journée, c'est vide ici. C'est vide. Le bagne de Guyane, c'est une idée de Napoléon III. L'esclavage vient d'être aboli et il a besoin de bras pour développer sa colonie. Alors, en 1854, finit Brest ou Toulon pour les condamnés aux travaux forcés. Désormais, voleurs, faussaires et criminels iront travailler gratuitement à 8000 km de l'Hexagone. Et dans des conditions terribles, presque inhumaines. Le climat tropical, la chaleur, l'humidité, les maladies, la fièvre jaune, la malaria. Être envoyé au bagne, c'est une condamnation à mort qui ne dit pas son nom. L'espérance de vie ne dépasse pas 3 à 5 ans. Le bagne,
on le surnomme la guillotine sèche, parce qu'il tue comme la guillotine, mais ne fait pas couler de sang. C'est difficile d'imaginer, mais on est dans un des baraquements où vivent les bagnards. Alors là, il faut imaginer un système de hamac, mais tendu vraiment à l'horizontale. Ouais. Ce qui fait que chaque homme avait quand même un petit espace vital. Il faut imaginer des planches en bois tout le long pour poser ses affaires, principalement de quoi manger, la petite gamelle, la cuillère. Vaudé, à peu près cet âge-là, quoi. Il s'est retrouvé ici, au milieu de 60, 70, 80 bonhommes. Inconnus. Inconnus de lui. Pour la plupart. Pour les rebelles et les grandes gueules, direction le quartier disciplinaire, où l'on purge sa punition en cellules individuelles ou collectives. C'est Donc minuscule. t'imagines, voilà, ça fait la taille d'un homme allongé. Là, par exemple, c'est un lit sur lequel on passe la nuit, les pieds attachés à la barre, avec 10 autres détenus. Les bagnards qui arrivent ici, en général, ils arrivent pour quel type de crime Alors en général, ici, c'est plutôt des criminels, des violeurs, des faussaires. Parce que mon Vaudé, c'est un voleur, lui. La différence, c'est à la sortie. À la sortie. Tu vois que tu es libéré, que tu veux essayer de survivre, de gagner ta vie, que tu es soumis au doublage, donc tu dois rester en Guyane. Ouais. On va facilement plus embaucher un transporté, même s'il a tué quelqu'un, qu'un voleur récidiviste. Ah ouais. Ça, c'est certifié par tout le monde. Parce qu'on se dit, en gros, un type qui a tué, il ne retuera pas forcément. Un type qui a volé, il revolera. Exactement, c'est ça. Le bagne ne commença réellement pour moi qu'après le 67e jour. Exactement le 27 novembre 1935. J'étais désormais un libéré qui commençait son temps de doublage et qui devait subvenir seul à tous ses besoins. Le doublage, une peine atroce, une double peine résumée en moins de 2 lignes dans le code pénal de l'époque. Tout individu sera tenu à l'expiration de sa peine de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. Le but de la loi, que les mauvais éléments, une fois libérés, finissent leur vie en Guyane et ne rentrent jamais en métropole. Les anciens bagnards errent alors comme des fantômes dans le village des libérés. Les derniers libérés encore vivants dans la ville, il y en avait encore dans les années 70, années 80. Et donc, on vivait au milieu de la population? Oui. Comment ça marchait? On savait exactement qui était libéré et qui ne l'était pas. Voilà, il y avait vraiment la population libre et la population délibérée. Ouais. Vaudé ne nous dit pas précisément où il a vécu une fois qu'il était libéré. On n'a pas l'adresse. Mais on sait que c'était chez un libéré, donc potentiellement dans une de ses maisons. Des murs délabrés, des toitures crevées, des portes ouvertes sur des ombres sordides. Dans les ruelles souillées, des hommes déchirés avec des yeux sournois. Sur les 4000 libérés, 1500 à peine avaient trouvé à s'employer. Ils s'accrochaient à leur place comme des tiques à la peau. Pour la garder, ils étaient capables de n'importe quoi. De balayer les ordures avec la langue ou de foutre un coup de couteau. J'en connais qui se sont fait pincer exprès, en train de voler ou même de tuer pour rentrer au bagne et bouffer à leur faim. Raymond Vaudé n'a plus qu'une seule idée en tête, s'évader. Vaudé, il a essayé de s'échapper 3 fois. La première fois, il a été en face. Donc, au Suriname. Vraiment au Suriname. Là, c'est un piroguier qu'il a payé, qui l'a emmené au Suriname. Il traverse le fleuve, là. Il arrive de nuit, il est tout seul. Tout seul? Ah oui, il est tout seul. Ah ouais, d'accord. Il a besoin de personne. Il a payé le piroguier, il se débrouille après au Suriname. Ça marche pas très bien. Bon, on le retrouve, il est ramené. L'officier ne pouvait m'autoriser à séjourner sur le territoire hollandais. Mais pour m'épargner la punition des autorités françaises, il me permettait de revenir secrètement à Saint-Laurent. La deuxième fois, il suit des chercheurs d'or. Là, l'idée, c'est de descendre le Maroni, laisser les chercheurs d'or, continuer tout seul, arriver au mont Tumucumac et passer par le Brésil. Cette première journée fut heureuse et facile.
la forêt ne m'avait pas repoussé. Le 6e jour, une piqûre soudaine, un coup d'aiguille profonde, une chose animale. Le 14e jour, les plaies de mes jambes s'étaient changées en ulcères qui commençaient à saigner. J'en portais 34, rien qu'à la jambe gauche. Le 25e jour, la fièvre m'écrasait et j'étais ravagé de dysenterie. La forêt était la plus forte. Je fermais les yeux et je pensais que plus jamais je ne les rouvrirais. Mon radeau dut suivre le courant. Je traversais la brousse, ses silences et ses cris. Elle me rejetait. Des chercheurs d'or qui descendaient le Maroni m'aperçurent et me transportèrent à l'hôpital. Puisque j'avais été trouvé sur le territoire de la colonie, j'étais présumé n'en être jamais sorti et n'avoir pas tenté de m'évader. Je pus donc rentrer au village. La 3e fois était la bonne. Cette fois-ci, au lieu de partir par là, il est parti par là, vers l'Atlantique. Vers le large. Vers le large. Et là, il a réussi. Le périple de Raymond Vaudet va durer 8 mois. Une évasion impossible sans quelques complices haut placés. Des fonctionnaires étrangers, révoltés par le sort inhumain que réserve alors la France à ses bagnards. À Trinidad, le gouverneur de l'île l'aide à réparer sa pirogue fracassée par la tempête. À Sainte-Lucie, c'est le chef de la police qui lui permet de charger sa pirogue à bord d'un bateau pour éviter une arrestation en Martinique ou en Guadeloupe. 2 mois et demi après son départ, il est accueilli en héros sur les îles Vierges britanniques. Puis, écroué à Porto Rico, où on le prend pour un contrebandier. C'est un diplomate américain qui le fait libérer sous les hurrahs de la foule. L'aventure de Raymond Vaudet a fait le tour des Caraïbes et elle ne fait que commencer. Je calculais que j'avais quitté Saint-Laurent depuis 5 mois et 1 semaine. Plus de 3000 kilomètres en mer et combien d'autres encore à parcourir. Attaqué par les requins, tenaillé par la faim, Vaudet finit par s'échouer sur les récifs de Jamaïque avant de rejoindre Panama et d'y embarquer clandestinement sur un bateau en partance pour la France. Le 23 avril 1938, il arrive à Saint-Nazaire et on l'y attend de pied ferme. L'inspecteur commençait à monter un escalier étroit et j'étais déjà loin de lui. J'accédais à un pont et continuais de courir. L'eau, si lointaine et si noire. Je franchis le bordage et m'élançai comme d'un toit. Vaudet échappe à la police. Mais pourquoi prend-il tous les risques pour rentrer en métropole? Il semble animé par un désir de vengeance. Qu'allais-je faire? Acheter ce revolver ou accepter tous les coups sans les avoir rendus? Mais se venger de qui? De ceux qui l'ont envoyé au bagne? Il est temps d'enquêter sur son passé de criminel. Franck, bonjour. Bonjour Thomas. Je suis content de vous rencontrer. Eh ben moi aussi, ça me fait très plaisir. Ça va bien? Ouais, ça va. Franck Sénateur, le plus grand spécialiste français du bagne, m'attend aux archives de la Seine à Paris. Bonjour. On travaille sur un bagnard. L'idéal, ça serait qu'on arrive à trouver le dossier de procédure pour l'année de sa condamnation, donc c'est 1933. Oui, c'est conservé. Vous auriez ça? Ouais. Super. Là, c'est le dossier de procédure complet. Ah, ça c'est génial, ça. C'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il fait partie d'une bande. Voilà. Jules Tondu. C'est voilà. La bande a tondu. Voilà, et Tondu, donc c'est le chef de bande, 12 condamnations. Vaudet, donc... Vol qualifié, tentative de vol qualifiée. Ah, c'est génial, ça. Ils repéraient des maisons isolées et inhabitées, et à la tombée de la nuit, ils opéraient, pénétrant par effraction, emportant du numéraire, du linge, de l'argenterie, etc. Ils visitaient également la cave et se restauraient. Bah, il fallait reprendre des forces. C'est normal. Hein? Ah, voilà. Et donc, il a fait l'objet de 2 rapports médico-légaux, quand même. Hein. Ouais.
En 1932, 3 ans avant son départ pour la Guyane, Raymond Vaudet plaide le coup de folie, mais ne trompe pas l'expert médical qui le trouve calme et lucide, exempt de tout délire, ne présentant pas d'affaiblissement intellectuel démentiel. La justice qualifie Raymond Vaudet de redoutable malfaiteur, très dangereux, et le condamne à 5 ans de travaux forcés, plus 5 ans de doublage en Guyane. Le bagne permet d'éloigner pour toujours ceux qu'on considère comme irrécupérables. Et Raymond Vaudet en fait visiblement partie. Mais toujours aucune piste pour expliquer son retour. Alors c'est quoi ça? Tatoué sur les bras. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Femme chinoise en couleur sur les bras et tête de femme grandeur naturelle sur la poitrine. Voilà. Donc le type a un tatouage. Et ça, j'imagine que c'est essentiel pour la police de le signaler. Eh oui. Les bagnards étaient tous tatoués et chaque tatouage avait une signification bien précise. Les tatouages de Raymond Vaudet contiennent peut-être un indice, une clé pour m'aider à comprendre son désir de vengeance. Cette tête de femme chinoise m'intrigue. Je contacte le spécialiste du tatouage et du grand banditisme. Allô, Jérôme Pira? Bonjour. Je m'appelle Thomas Negaroff et je travaille sur un voleur des années 20 qui est aussi un tatoué des années 20. Et donc forcément, je suis arrivé à vous. J'ai l'habitude. Je veux bien vous parler moi, mais je vais même faire mieux. Je vais bien aussi vous emmener chez un copain, Mickaël, qui est à Poissy, lui-même tatoueur et grand collectionneur et grand amateur d'histoire du tatouage. Bonjour. C'est là que ça se passe? C'est là. Messieurs, je vous attendais. Mickaël de Poissy n'est pas qu'une star du tatouage. C'est aussi un grand collectionneur. Voici l'un de ses trésors. Des plaques de verre avec des clichés anthropométriques de détenus du début du XXe siècle. C'est hyper beau, enfin, le simple document lui-même. Oui, c'est assez rare maintenant, les plaques de verre. Ça se trouve c'est compliqué. Alors, c'est vraisemblablement des photos prises par un médecin. Alors, c'est les types quand ils étaient arrêtés, hein, en gros, lors de leur garde à vue, on les immortalisait. On sent le médecin qui essaie de comprendre ce qui se passe, quoi. Ils essayent... Et ils comprennent rien. Et ils comprennent rien, c'est ça le truc, ouais. C'est moi un peu fatigué. Et avec des tatouages? Et avec des tatouages de bagnards. Au bagne, les détenus se font tatouer selon une codification précise. Un croissant de lune avec un chat noir et une lanterne suspendue, c'est que vous êtes passé devant le conseil de guerre. Un papillon, ça signifie « comme lui, je vole ». Et le poignard là, c'est la vengeance. Vers le haut, je me vengerai, vers le bas, comme ici, je me suis vengé. Mais les bagnards aiment aussi les rébus faciles, comme « j'ai le cafard ». Fatalité, c'est le mauvais destin, celui qui vous envoie au bagne, justement. Mon problème, c'est que ça ressemble pas du tout au grand tatouage que Raymond Vaudet a sur le torse. Donc t'imagines? On est en quelle année, là? Ce document-là date des années 30. D'accord. Et donc, on nous apprend, là, on n'a pas de photo malheureusement de Vaudet, mais qu'il a une tête de femme grandeur naturelle, donc là, à taille réelle, et sur les bras des têtes de femmes chinoises, en couleur. Jérôme, pas tellement un tatouage de prison, parce que s'il y a de la couleur, c'est un premier indice. Pourquoi? En gros, parce que le tatouage de prison, c'était fait à ce qu'on appelle du noir de fumée. Donc généralement, les tatouages, ils sont monochromes. Ils sont en noir, qui devient un peu bleu après. Là, on peut supposer que c'est un tatouage qui a été fait par un professionnel et non pas au fond d'une cellule. C'est validé, ça? Ouais, c'est validé. La taille de la tête aussi, c'est quand même assez rare. Vraiment, pour pas dire quasiment introuvable. Et les voyous français ou les bagnards, etc., se faisaient rarement des femmes chinoises. Plutôt, ça sent l'escale dans un port asiatique. Ça sent l'escale, ouais. Vaudet s'est donc fait tatouer avant le bagne, pendant son service militaire. On sait qu'il a été marin, bon, donc ça tombe bien, et qu'il a fait partie d'une grande expédition en 1922 à bord du Jules Michelet. Et le Jules Michelet fait escale
Effectivement, dans l'océan Indien. Quelques années après son retour du service militaire, Raymond Vaudet se fait tirer le portrait. Sur cette photo de 1931, il a 29 ans. Être voyou dans les années fin des années 20, début des années 30, c'est pas être voyou en 1900. Non, alors là, on est dans une période charnière de la criminalité française. Hein. Il y a une sophistication dans le crime, il y a des outils qui apparaissent, il y a des pistolets qui permettent de faire des braquages, des voitures qui permettent de s'enfuir. Donc le voyou français va aller au cinéma, il va regarder la presse, et puis il va se dire on va essayer de ressembler à quelque chose et au gangster américain. Alors bagouze au doigt, feutre baissé sur l'œil, etc. etc. Et Raymond Vaudet, il entre vraiment dans la marge par du vol. En 1929, il a 27-28 ans. Avant ça, on ne lui connaît pas de méfaits particuliers. Est-ce que c'est tard pour... Ah oui, c'est très tard, parce que généralement, quand on était voyou à l'époque, on était très jeune. Et il y avait une espèce de déterminisme social, fait qu'on grandissait dans la zone, dans les faubourgs, et puis on embrassait la carrière assez rapidement. Donc Vaudet, on peut imaginer plutôt qu'il a basculé à la suite d'un drame, une rupture, quelque chose, qui fait qu'il va tomber dans la marge, se désociabiliser. Donc en fait, pour comprendre pourquoi il est tombé là-dedans, si j'ai bien compris, il faut aller rechercher dans sa vie personnelle. Oui, il faut voir dans son parcours quelle rupture il a pu connaître à ce moment-là pour basculer, se désociabiliser, tout lâcher et partir dans les bas-fonds de la marge. Et vers le vice, exactement. Ouais. C'est à Viré-sous-Bar, où Vaudet a passé la première partie de sa vie, que je vais comprendre le drame qui l'a fait basculer dans la délinquance. Bonjour, vous êtes monsieur le maire? Non, je suis le secrétaire de mairie. Ah, pardon. Ça tombe bien, parce que je cherche des informations sur la famille d'un des administrés de la ville, Raymond Vaudet. Alors, on m'avait dit 1902. Raymond Vaudet, V-A-U-D-E. Marié à Troyes, le 22 août 1925 avec Solange Louise. Et remarié à Troyes, le 30 avril 1940, avec Lucie Marie Madeleine. Il n'a pas divorcé, ça veut dire que sa première femme est décédée. Ah, astucieux. Bah oui, sinon ça serait indiqué. Pas le droit. Sinon, on peut pas avoir de femme. On peut pas avoir de femme en France, c'est interdit. Ah oui, donc elle est décédée. Le voilà, le tournant personnel. Sa première femme, Solange, décède en 1929. C'est à ce moment-là que sa vie bascule. À ce drame personnel s'ajoute l'absence d'avenir chez lui, à Viré. Son père et sa mère sont ouvriers dans cette immense filature. Mais après la guerre de 14, ce fleuron français de l'industrie textile est en difficulté. Le travail se fait rare. Raymond trouve bien un emploi de garçon de café, mais se pose des questions sur son avenir au village. Et puis, il a rencontré une nouvelle femme. Ensemble, désargentés, ils décident de tenter l'aventure dans la capitale. Le Paris des années 20, c'est les années folles, la ville de tous les possibles. Et alors Vaudet, il arrive de Viré-sous-Bar avec sa nouvelle compagne. Il rêve du Paris des années folles, du Moulin Rouge, c'est pas très loin, hein. Le Paris des cabarets, etc., le Paris qui brille. Et puis il arrive ici. Ouais. Il atterrit ici, c'est un autre Paris, hein. C'est le Paris des bas-fonds. On est rue de la Goutte d'Or, devant le 11. C'est l'hôtel dans lequel il s'installe. C'est un hôtel qui est aussi un hôtel de passe, en réalité. On le voit dans les archives, avec des prostituées un peu partout. Quand le petit totor de la rue de la Goutte d'Or chipa 20 ans de travaux, 20 ans de travaux forcés pour avoir détroussé un vieux marchand de chevaux. À la Guyane, dans la savane, ça lui bouillonne là dans le cerveau. Mais quand il arrive ici, lui au départ, en tout cas à croire un peu les rapports d'instruction et ce qu'il peut nous raconter, il veut réussir, il veut travailler. Oui. Et il va travailler un peu d'ailleurs. Il va travailler dans une entreprise juste à côté d'ici, la Renovex, qui est une société de nettoyage, dans derrière, le 9e, voilà, rue Rochambeau. Et c'est là que, malheureusement, il va faire la rencontre qu'il fallait pas. Quoi. Cette rencontre qu'il fallait pas, c'est Salin, l'un des membres éminents de la bande, attendu qu'on a découvert ensemble dans les archives à Paris il y a quelque temps. Et c'est lui qui va repérer ce type
C'est un gars qui doit être un peu perdu, Vaudé, à ce moment-là. Il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les salaires, on peut imaginer que c'est quand même des salaires de misère. Et ça va être la tentation de l'argent facile, quoi. Et puis Salin, bon, encore une fois, c'est pas le grand luxe hein, du grand banditisme. Donc il lui promet pas, tu vois, des villas et des belles bagnoles. Et c'est juste pour arriver à vivoter, à se sentir un peu mieux. C'est les coups faciles, c'est des maisons vides, désertées, voilà, des maisons secondaires. Donc l'autre lui dit, bon, écoute, c'est pas compliqué, on rentre la nuit, on fait un fric-frac, tu vois, on pète la porte, une fenêtre, et puis on a le reseller qui est derrière, le lendemain, on a de l'argent, tu vois. Donc ça paraît facile, il lui propose pas de braquer une banque, évidemment. On n'est pas à ce niveau-là. Hein, on est vraiment chez les petits criminels, quoi. Dans la France de l'entre-deux-guerres, la politique pénale ne pardonne aucun écart. Un apprenti cambrioleur comme Raymond Vaudé peut finir au bagne avec l'idée qu'il ne remette plus jamais les pieds en métropole. C'est pourtant ce qu'il parvient à faire grâce à sa rocambolesque évasion 7 ans plus tard. Alors là, Franck, changement d'époque, changement de quartier. Hein. Dans le quartier de l'Opéra, c'est beaucoup plus chic. Ouais. On est en 1938, à la fin du mois d'avril 1938. Vaudé a fait sa période de bagne, il s'est enfui, il a sauté dans l'eau à Saint-Nazaire, il est en cavale, et il donne rendez-vous à la fin du mois d'avril 1938 à un journaliste de Paris Soir. Voilà, ici, au Café de la Paix. Pourquoi donne-t-il rendez-vous à la presse alors que la police le cherche partout? Oui, c'est drôle, cet exercice de com, finalement. C'est un exercice de com. Parce que il va se justifier dans cet article-là, quand même, hein, clairement. J'aimais une femme. Le soir de mon premier vol, elle était à la salpêtrière. Elle attendait un enfant de moi. J'étais sans un sou et sans travail. Je ne voulais pas qu'au sortir de l'hôpital, mon gosse et sa mère soient à la rue. Au-delà de la question de l'injustice, de la question affective aussi, hein, on sent quand même en lisant ce que dit Vaudé, qu'il est quand même aussi, ça aussi un homme en colère. Et qu'il en veut à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, puisque c'est la fameuse Blanche Gauthier, donc la mère de son enfant, parce qu'il considère que tous les drames qu'il a pu connaître, elle en est un peu responsable. Pour cette femme, après, j'ai continué. D'autres cambriolages pendant quelques mois. Et puis, le 27 novembre 1930, je me fais prendre. C'est elle qui m'avait donné. La veille, elle avait passé la nuit avec le policier qui devait m'appréhender. Une version accréditée par le dossier d'instruction et confirmée par un membre de la bande à Tondu qui s'est confié à Vaudé dans les coulisses de leur procès. Depuis, elle ne m'a jamais donné de nouvelles de mon fils. Elle m'a simplement écrit une lettre d'injure. Je n'oublierai jamais. Il est persuadé qu'elle l'a chargé au maximum auprès de la police quand il a été arrêté et qu'elle couchait en plus avec le commissaire. Voilà, alors là, c'est sûr que ça paraît assez impardonnable. Chargé, oui, sûrement, parce que c'est vrai qu'encore une fois, cette condamnation de 5 ans de travaux forcés, pour quelques cambriolages sur une période de 2 mois, c'est dur. Quand on voit, le butin qui est rapporté, c'est quand même une peine qui est lourde, quoi. Et on a l'impression, en lisant l'article, qu'il va vouloir se venger, non? Qu'il va remonter à 3 pour se venger et lui faire la peau, quoi. Voici maintenant 7 ans que cette femme hante mon cerveau. Pendant ma détention, elle n'a pas quitté mon esprit une minute, une seule seconde. Mes nuits de forçat furent hantées de sa présence, et les lois n'auront rien à voir dans ma vengeance. Quand l'article paraît, la police, elle a tous les éléments qu'on vient d'évoquer, elle lit ça, c'est quasiment signé. Enfin, la police sait à peu près où il va aller et ce qu'il risque de faire. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs, hein, tu vois, parce que il est seul, il n'a pas de moyens, il a sauté du bateau à Saint-Nazaire dans la mer, donc on voit bien qu'il a rien, quoi. Il n'a pas de logistique, c'est la fin de la cavale, c'est presque désespéré comme geste en fait. Hein. La cavale de Raymond Vaudé, c'est un formidable feuilleton pour la presse de l'époque qui détaille par le menu le jour où il s'invite chez Blanche Gauthier. Leur fils est bien là, mais pas son ex-compagne. Il était venu embrasser son fils qu'il n'avait jamais vu. L'enfant lève une figure étonnée. L'homme maintenant le fixe, longuement, silencieusement, comme s'il voulait à jamais imprimer en lui cette vision. Mais déjà, le père se penche à la fenêtre. La rue est pleine de traquenards. Il fait nuit. Il ne faut pas perdre une minute.
Sur l'ordre du commandant de gendarmerie, des barrages avaient été établis hier soir sur la route de Paris, car on se doutait qu'il tenterait de regagner la capitale. J'ai l'honneur de vous faire connaître à toutes fins utiles que le transporté libéré Vaudé Raymond a été arrêté le 29 avril 1938 à Nogent-sur-Seine. Raymond Vaudé affirme avoir finalement renoncé à sa vengeance. Je sais bien qu'on a peur de moi, mais je ne suis pas fou. Je sors d'en prendre et je n'ai pas l'intention d'y retourner. Le passé est mort et je veux me tenir tranquille. Sa hantise, être renvoyé dans l'enfer du bagne de Guyane. La suite de l'histoire, elle est écrite noir sur blanc dans son casier judiciaire conservé aux archives de l'Aube, à Troyes. Vaudé. Vaudé? Vaudé, bien vu. Voilà, 19 juillet 1938. Alors, voilà. c'est quoi? Vaudé a été arrêté par les gendarmes de Nogent-sur-Seine alors qu'il avait pris place dans un camion qui se dirigeait vers Paris. Et du coup, alors, il est condamné à quoi là-dessus? 15 jours d'emprisonnement. Ah ouais, donc c'est très peu. 15 jours, il a bien fait de s'enfuir en fait. Oui. Je crois que la conclusion, c'est ça, c'est s'il était resté en Guyane, il restait de toute façon avec la guerre jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire qu'il aurait pu rentrer éventuellement qu'après la guerre. Cette fois-ci, la justice est clémente avec Raymond Vaudé. Il a réussi à émouvoir les juges. Autre bonne nouvelle pour lui, un décret-loi qui met fin au bagne est publié le 17 juin 1938, un mois avant son procès. Un des derniers décrets-lois intéressant les colonies françaises a décidé la suppression du bagne. Nous ne verrons donc plus les lugubres convois de forçats quitter Saint-Martin-de-Ré à bord du bateau La Martinière pour aller peupler les camps pénitentiaires de la Guyane. Un journaliste a joué un rôle clé pour éveiller les consciences. Albert Londres et son enquête de terrain sur le bagne choquent l'opinion en 1924 et finit 14 ans plus tard par changer le cours de l'histoire. Raymond Vaudé ne retournera donc pas au bagne. Il a désormais une obsession, être réhabilité. À Troyes, en 1938, Raymond Vaudé retrouve sa vie d'homme libre et redevient garçon de café. Mais la guerre vient frapper le destin de millions de Français, dont Raymond Vaudé. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression. Devant l'avancée allemande, des milliers de Troyens fuient la ville. Raymond Vaudé reste et voit sa ville tomber aux mains des Allemands le matin du 16 juin 1940. Son destin va à nouveau basculer. Son histoire va à nouveau se heurter à la grande histoire. La suite, c'est Sébastien Touffu, un spécialiste de l'occupation à Troyes, qui la raconte. Il a étudié de près le dossier Raymond Vaudé. On est en plein centre de ville de Troyes. Oui. Et c'est ici que Raymond Vaudé va rentrer en résistance. Alors, on est en juin 40. Oui. Et dans les archives, je découvre qu'il est garçon de café au Café de Paris. Et j'ai retrouvé cette carte postale, qui est une des rares cartes postales où l'on voit la localisation précise du Café de Paris, qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que là, face à nous, là, c'est quoi? Alors, on a la Bourse du Travail. Donc, c'est un bâtiment emblématique de la ville de Troyes qui existe depuis la fin du 19e siècle. Et qui existe encore. Oui. Là, on voit bien les maisons, là. À côté, alors là, ça commence à changer. Un resto vietnamien qui n'existait pas à l'époque et... Le fameux Café de Paris. Le Café de Paris. Alors, le bâtiment n'existe plus du tout, mais qui serait là. C'est un café un peu particulier à Troyes. Il y a une histoire particulière parce qu'en fait, son propriétaire, en 1940, va devenir collaborationniste. Ouais. Et c'est l'un des principaux responsables de la collaboration au niveau de la ville de Troyes. D'ailleurs, il a plusieurs cafés, dont celui-ci. Et alors, quand on est garçon de café, comme Raymond Vaudé, c'est quand même un poste d'observation extraordinaire. Alors, il rentre en résistance progressivement, mais pour les réseaux de la résistance, un garçon de café, surtout dans un café comme celui-ci, c'est exceptionnel, non? Ah bah c'est certain, parce qu'évidemment, les personnes qui fréquentent le café parlent très librement, donc il peut saisir les conversations au vol et puis après en rendre compte auprès de ses responsables au sein de la résistance. Et ce qui n'est pas inimaginable, c'est qu'il ait été recruté parce qu'il était garçon de café
Et qui on lui a dit surtout, reste en cette place-là, non? Bah, tu dois justement rester au sein de ce café parce que tu nous seras bien plus utile au sein de ce café que si, par exemple, tu devenais clandestin. Enfin. Ouais, on a une idée, même assez imprécise, du nombre de résistants dans une ville comme Troyes qui compte à peu près 40 000 habitants. Oui, sans doute, oui. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Dans ce qu'on appelle la résistance pionnière, vraiment la résistance des tout débuts 1940-1942, je pense qu'il y a simplement quelques dizaines de résistants. Enfin, à Troyes, il y en a vraiment très très peu. Et Raymond Vaudet en faisait donc partie. Il m'a en effet révélé que la femme Jeannine Cour était une indicatrice de la Gestapo et de la milice. Monsieur Raymond Vaudet m'a également averti de la collaboration certaine de Henri Oldéric. Il soupçonnait celui-ci de l'avoir dénoncé à la Gestapo. Donc là, on a marché quoi, 5 minutes? Oui, à peine, oui. Ouais, à peine, hein. Oui. Et on se retrouve devant un lieu très important du Troyes occupé pendant la guerre. C'est cet hôtel particulier qui correspond au siège de la Gestapo. Au siège de la Gestapo. Combien de personnes bossent là, à la Gestapo? Combien de gestapistes? On a le procès de la Gestapo 3 qui s'est tenu après-guerre. Ouais. Et en fait, les membres de la Gestapo, ils sont une poignée, ils sont moins d'une dizaine. En fait, ce qui fait leur force, sont les informateurs français. Bien sûr. Les dizaines de personnes qui viennent quasiment au quotidien apporter des renseignements avec les miliciens. Ces gestapistes, ils ont un mess. Ils dînent et ils déjeunent là. Oui. Et dans les archives, ce qu'on découvre, c'est que l'un de ceux qui les sert, c'est Raymond Vaudet. Oui, parce que Raymond Vaudet, encore, il a cet avantage, c'est qu'il est considéré comme collaborateur. Parce qu'il travaille. Parce qu'il travaille donc au Café de Paris. Donc on a toute confiance en lui et il vient sans doute régulièrement au siège de la Gestapo pour servir à la fois les officiers allemands et puis le personnel administratif. C'est fou d'imaginer un résistant passer les grilles, presque de légèreté de la part de la Gestapo, de ne pas avoir enquêté sur les gens qui venaient travailler chez eux quand même. Oui, c'est totalement étonnant, c'est extraordinaire au sens premier du terme. C'est extraordinaire. Bien qu'étant un inconnu pour M. Vaudet à cette époque, celui-ci m'a caché et hébergé chez lui pendant plusieurs semaines. Monsieur Raymond Vaudet m'a procuré une fausse carte d'identité parfaitement en règle, afin que je puisse fuir. Donc là, on arrive sur un lieu très particulier, très important pour l'histoire de Raymond Vaudet et de la Résistance. On est à l'usine Vachette. Vachette, c'est la grande usine de serrurerie, de clés, etc. C'est une entreprise très atypique à l'époque, parce que c'est une des rares qui va résister. La particularité de Vachette pendant l'occupation, c'est de réaliser ce qu'on appelle des gaines, d'étuis pour les obus qui vont être utilisés par l'armée allemande. D'accord, donc c'est vraiment travailler pour l'effort de guerre allemand. Et là, l'usine, enfin les patrons ne peuvent pas dire non, mais ils vont tout faire pour ralentir la production. Oui. Et comme ils ne peuvent pas saboter eux-mêmes, ça serait louche, leur usine, ils vont appeler les réseaux de résistants, et notamment notre ami Raymond Vaudet. Oui. La direction d'établissement va lui demander de procéder à un acte de sabotage contre le four de l'usine. Donc c'est un acte de résistance un peu atypique parce que on lui ouvre la porte, enfin il est aidé. On lui facilite la tâche, en tout cas pour rentrer dans l'usine, ça c'est sûr. Ça reste quand même un événement très dangereux, très risqué, et il risque beaucoup lui-même. Ça raconte aussi l'histoire de Vaudet qui passe de « je transmets de l'information sur ma terrasse de café » à « j'agis directement ». Le sabotage qui a lieu ici même à l'industrie Vachette, c'est sans doute l'un des principaux actes et l'un des premiers actes qui a lieu au niveau de l'Aube. Et d'ailleurs, à cette même époque, un peu après, Raymond Vaudet va aller saboter un avion allemand. Oui, c'est dans le contexte du débarquement en Normandie. On est le 6 juin 1944. Et donc, il y a l'aviation allemande qui souhaite rejoindre les plages du débarquement pour empêcher la progression des troupes alliées. Et en fait, il y a deux avions qui tombent en panne d'essence. L'avion était pour ainsi dire intact. Monsieur Vaudet voulut l'incendier, mais les réservoirs étaient vides. Il dut abandonner ce projet, c'est alors qu'il m'aida à le saboter en crevant les réservoirs, en arrachant les câbles, en brisant les commandes et le mécanisme de l'appareil. Et ceci pour le rendre le plus inutilisable possible. C'est un avion qui aurait pu ravitailler par de l'essence, repartir en Normandie et causer des décès, en fait. C'est des actes qui ont pu sauver des vies humaines. Ah oui, c'est certain. Enfin, encore une fois, le fait en plus de saboter directement un appareil allemand, c'était l'exécution immédiate. Le 25 août 1944, Raymond Vaudet parachève son œuvre de résistant en participant activement à la libération de Troyes au sein des FFI, les forces françaises de l'intérieur, en soutien des troupes américaines.
Tous les faits d'armes de Raymond Vaudet sont soigneusement consignés aux Invalides à la chancellerie de l'Ordre de la Libération. Ah, vous avez de la chance, on a trouvé ce monsieur Raymond Vaudet. Et pourquoi on a de la chance? Parce que malheureusement, tous les résistants n'ont pas eu cette décoration, puisqu'on est à peu près à 65 000 médaillés de la Résistance française. 65 000? Tout à fait. Dont Raymond Vaudet? Dont Raymond Vaudet, très beau dossier. Après enquête du gouvernement, le ministère de l'Intérieur prononce un avis favorable. Raymond Vaudet reçoit la prestigieuse médaille de la Résistance. Et il obtient ce dont il rêvait depuis son évasion, sa réhabilitation. Le parcours d'un ancien bagnard qui a été réhabilité par le général de Gaulle pour fait de résistance, je ne connais pas d'autre. Hein. C'est un acte juridique, c'est-à-dire que c'est un document qui est signé par le général de Gaulle et qui permettait d'effacer toutes les condamnations antérieures qui n'apparaissent plus dans le casier. Le casier judiciaire est vierge? Oui, oui. Alors là, pour le coup, c'est la rédemption administrative. Oui, tout à fait. C'est en tout cas l'acte final, enfin. Les documents peuvent encore apparaître, mais ils ne peuvent plus être cités avec les condamnations. Enfin. Finalement, il n'est plus bagnard. Non, c'est une nouvelle vie qui commence. Hein. Et on efface en tout cas toutes ces turpitudes antérieures. En 1949, dans la revue Détective, la nouvelle vie de l'ex-bagnard Raymond Vaudet fait les gros titres. Il est décrit comme un garçon de café ponctuel, serviable et estimé de tous. Le clan Vaudet s'est élargi. En 1940, il s'est remarié avec Madeleine, qui a déjà un fils, Claude, né d'une première union. Ensemble, ils ont 2 fils, Jackie, qui naît en 1945, et Bernard, en 1947, qui mourra bébé. Mais Vaudet, l'ex-marin au long cours, l'ex-bagnard, l'ex-résistant, se sent à l'étroit dans cette vie bien rangée. Vaudet se lance dans une nouvelle aventure. Une expédition en Guyane, cette terre lointaine où il a vécu l'enfer, qu'il rêve désormais de transformer en Eldorado. Vaudet organise une conférence de presse dans un grand café de Troyes. Aux journalistes et aux personnes tentées par l'aventure, il décrit son plan. Exploiter 80 000 hectares de terre vierge dans la colonie qu'il décrit comme la plus riche du monde grâce à ses bois précieux et surtout son or. Un métal abondant là-bas, découvert au milieu des années 1850 et qu'il obsède depuis son évasion ratée dans la forêt tropicale. 37 pépites d'or trouvées, puis perdues dans son périple. Le souvenir des pépites hante mes rêves. L'or, je le retrouverai, mais pas tout de suite, plus tard. Dans 2 ans peut-être. D'abord, nous ferons de la savane une grande terre fertile. Des dizaines de familles embarquent pour la Guyane. Elles rêvent toutes de faire fortune. Raymond Vaudet et son fils Jackie posent fièrement à leur arrivée en Guyane en mai 1949. À Cayenne, un collectionneur passionné va nous aider à reconstituer la suite de l'histoire. Bonjour. Bonjour. Moi j'adore cette photo de Vaudet avec sa femme et son garçon. Comment vous regardez ça? Parce que on voit que le bagnard est devenu quasiment l'archétype du colon. Oui. Quand Vaudet revient en Guyane dans les années 40, c'est clair que c'est un bagnard pas comme les autres. Il est dans une démarche qui n'est pas celle du moment, quoi. Il est déjà dans l'Hexagone et il choisit de revenir. Oui. Et comment vous l'expliquez, ça? J'imagine, connaissant le pays, la situation, il voyait la Guyane comme une terre de possible, donc il est peut-être plus colon qu'ancien bagnard, effectivement. Mais cet enthousiasme n'est pas partagé par le gouvernement français qui reproche déjà à Vaudet sa folie des grandeurs. Il convient d'examiner attentivement les projets de M. Vaudet. L'affaire est insuffisamment étudiée. Aucune disposition n'a été prévue pour les charges de famille. Elle aboutirait très rapidement à des divergences et à des conflits. Peu de temps après leur installation dans la forêt tropicale, comme l'avait prévu l'État, le rêve se transforme en désillusion.
La nouvelle colonie guyanaise imaginée par l'ex-bagnard n'existera jamais. La ruée vers l'or est un échec. Et pour de nombreuses familles, le coupable, c'est Vaudé. Nous avons quitté l'affaire Vaudé. C'est une véritable fumisterie. Surtout qu'aucun copain ne se mette en route pour cette pauvre Guyane. Aviser la presse, c'est un devoir par-dessus tout. Un journaliste écrit en juin 1949 : c'est en réalité la fièvre de l'or qui avait atteint les conquistadors. Certaines familles réclament en vain le remboursement des sommes engagées. Désabusées, elles rentrent en métropole. Vaudé, lui, il va faire quand même le choix de rester en Guyane et il va reprendre ce qu'il sait faire. Il était cafetier à Troyes. Ouais, c'est son métier. Il va tenir plusieurs restaurants successifs. On le voit par exemple sur cette carte postale des années, je ne sais pas exactement, fin 50, début 60. C'est le restaurant Beau Rivage. Et c'est lui, Raymond et Mado. En ce qui nous concerne, tout va bien. Depuis bientôt 12 ans que nous sommes en Guyane, nous n'avons jamais été malades, mais notre lutte a été dure. Enfin, nous avons réussi. Nous ne pourrons jamais nous passer du beau soleil des tropiques. Évidemment, la France est belle, mais le froid. Nous en avons déjà le trou du cul à 20 degrés, en dessous de zéro, rien que d'y penser. Élégant. Jackie est un phénomène. Il vient de fêter ses 16 ans et il mesure 1m80. Raymond et Mado. J'ai rendez-vous avec la belle-fille et les deux petits-fils de Raymond Vaudé dans un quartier cossu de Cayenne. Avec eux, on va découvrir comment l'ex-bagnard est devenu en quelques années un notable dans cette région française de l'autre bout du monde. Bonjour. Ça va? Ça va, Les Vaudé, j'ai une photo à vous montrer. Plusieurs à vous montrer. Mais une première, j'aimerais que vous m'aidiez et vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce que d'abord vous la connaissez, cette photo? Moi, non. Vous jamais vu? J'ai vu d'autres photos, mais je n'avais pas vu celle-ci. Vous reconnaissez les gens? Oui, bien sûr. Vous me dites? À part l'enfant. Ah ouais? Vous voyez pas qui est l'enfant? C'est marrant. Parce que vous le connaissez pas mal, l'enfant, je pense. C'est celui que vous avez le plus connu? Oui, je pense. Ça, c'est Raymond. Madeleine. Et Jackie, donc votre papa. C'est pour ça que vous le connaissez pas mal. En 1964, Vaudé est restaurateur. Et c'est lui que la préfecture de Guyane choisit pour préparer le banquet le plus important de l'année. Nous avons à réaliser, vous, sur place, et la France avec vous, une grande œuvre française en Guyane. Et une grande œuvre dont on s'aperçoit dans toute la région du monde où se trouve le département. Il faut qu'on le voie et qu'on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuerons. L'ancien bagnard et résistant pose fièrement aux côtés du général de Gaulle, l'homme qu'il avait réhabilité en 1947. Vaudé est désormais un homme respecté. Et à 60 ans, il se lance un dernier défi. Participer à sa manière à l'aventure spatiale. À l'époque, Kourou n'est encore qu'un petit village. Avec le Saramacca, ils ont été les premiers commerçants officiels de Kourou. Et à ce titre, ils étaient régulièrement invités dès qu'il y avait une cérémonie officielle organisée par le Centre spatial. Ils étaient régulièrement invités en tant que premiers commerçants officiels de Kourou. Quand vous dites, quand on sait que vous êtes un Vaudé, c'est... Oui, quand on rencontre encore des vieux Guyanais, bien évidemment, tout de suite, ils évoquent notre père et notre grand-père, et le grand-père. Et jamais de honte, enfant? Il n'y a pas ce truc de non. Ton grand-père? Non, jamais de honte, parce qu'on n'a jamais été catalogué de petit-fils de bagnard. Ouais, c'est ça. Comme disait Jean-Christophe, les copains de l'époque, il y avait vraiment une ambiance enfantine, adolescente, qui était extraordinaire.
50 ans après son ouverture, le Saramacca existe encore. Bah, je suis un peu perdu là. Ah, on a la photo du Saramacca dans les années 70, je pense. Mais il y avait du soleil, des parasols. Mais c'est un peu ce genre-là quand même. Hein. C'est en bas d'un immeuble comme ça, mais ils sont tous pareils. Ah si, c'est ça. Le Saramacca, depuis 1968. Bonjour. Bonjour. Alors les blancs? Alors c'est là? Ouais, c'est ici. Le Saramacca, c'est ici. Ah, c'était la terrasse là? Là, c'était la terrasse. Là où il y a les parasols, c'était là. Le nouveau propriétaire et un vieil habitué n'ont pas oublié Raymond Vaudet. Vous reconnaissez? Ah oui. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais j'en ai tellement entendu parler que... Ah ouais? Un ex-bagnard, déjà, ouais. Bon, ça quand même porte une notoriété, quand même. Ça se savait, ça? Ça se savait beaucoup? Ah bah oui, quand même. Bah oui, c'était quand même le principal des choses. Ouais. Et puis donc, c'est ce qui a permis un peu à la renommée, quoi, parce que c'était vraiment une figure, quand même. C'était pas n'importe qui. Hein. De caractère aussi? Ah oui, surtout caractère, oui. Oui, caractère. Oui. Bah, Gérard, il peut en parler. Oui, là, je l'ai bien connu. Et effectivement, il avait ses têtes. Hein. Pour rentrer dans son restaurant, il fallait avoir une tête qui lui revenait. Sinon, vous étiez jeté. Bon, on m'a dit qu'il se mettait parfois devant, là. Oui, c'est ça. Avec sa casquette blanche éternelle. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Il est là, assis? Voilà, et puis il vous voit arriver. Bon, alors, il ronchonne un peu. Ça passe, ou alors il ronchonne un peu fort, et là, ben non, il vous envoie balader. Il n'avait pas envie de vous voir. Et c'est quoi ces critères? Ah bah ça, je les ai jamais trop bien connus, mais bon, il fallait avoir une bonne tête. Et vous avez déjà été refusé? Non. À chaque fois, bon, ça s'est bien passé. Il y avait son épouse? Voilà. Madeleine? Voilà, qui faisait la cuisine, une bonne cuisine familiale. À l'époque, ici dans le département, ça se trouvait pas, ça. Voilà. Ouais, c'était le point de ralliement de... C'était ça. C'était le seul point convivial. Ouais. Et si vous n'aviez pas réservé votre table, c'était pas la peine. Ah oui, c'était... Mais c'est vrai que c'est un peu le début de l'âge d'or de Kourou. Voilà. Il y a même contribué avec son restaurant. Tous les gens qui gravitaient autour de la base, techniciens, ingénieurs et tout le monde venaient manger là. Est-ce que vous avez un souvenir, en 79, du décollage d'Ariane? Ah oui. Donc, selon vous, le père Vaudet, il est là? Ah oui, il doit assister à ça, oui, certainement. Il a quand même assisté aux deux grands événements de la Guyane, le bagne. Voilà. Et le spatial. Et le spatial, quoi. C'est ça, c'est la bascule entre la première appellation qui faisait peur à tout le monde. Et c'est ça. Et maintenant, le spatial qui, quand même, tire le pays. L'espoir. Voilà. L'avenir. Voilà, c'est ça. 3, 2, 1, allumage. Alors vous avez quel âge aujourd'hui, Raymond Vaudet? J'ai 75 ans. Et vous habitez à Cayenne? J'habite Kourou, dans la base spatiale de Kourou. Alors quelle est votre vie aujourd'hui? Je suis restaurateur, mais je viens de vendre mon fonds, alors maintenant je vais aller à la pêche. Je crois que j'ai pas gagné un petit peu le repos. L'évadé du bagne, devenu une figure de la résistance avant de regagner la Guyane, meurt en 1986. Raymond Vaudet, l'un de ces anonymes que la grande histoire a oublié, mais dont vous connaissez désormais l'incroyable destin.